Donc, je vais finir ce matin les semi-nouveautés et passer à l'approche nouvelle et commencer l'approche nouvelle pour le comportement asymptotique de la mesure spectrale de grandes matrices symétriques aléatoires. Alors, donc, on avait vu que les valeurs propres en loi résolvent un système, donc le n ne joue absolument aucun rôle tant que je ne le fais pas tendre vers l'infini, bien entendu. Somme sur j différent de i de 1 sur lambda i moins lambda j dt plus un c sur racine de n des bi, où les bi sont des browniens indépendants pour i variant de 1 à n, et c, suivant la normalisation que l'on prend de la matrice de Dyson, est soit racine de 2, soit 1. En fait, ce qu'il faut, c'est que c soit inférieur ou égal à racine de 2. C'est ça la condition qui permet d'assurer, dans un premier temps, et on améliorera ceci par la suite, que si les conditions initiales, donc j'ordonne toujours les lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, et s'ils sont disjoints initialement, alors, presque sûrement, pour tout t, ils restent disjoints. Il n'y a pas de collision. Donc ça, c'est des choses que l'on a vues précédemment. Et donc, il y a une proposition. Alors, encore un tout petit point. Donc, j'avais déjà indiqué que d lambda i sur d lambda j 0, alors 1, c'est différenciable, quel que soit i et j, et c'est infini en lambda et en t. Lambda étant la collection en lambda 0, pardon, et en t. C'est presque vrai pour lambda i, à ceci près que la difficulté que l'on a, c'est qu'il y a la mauvaise dépendance en t liée au brownien, mais il est fixe. Alors, en particulier, si on prend deux solutions, que je vais baptiser par lambda et mu, de manière générale, quand je dis lambda sans mettre d'indice, c'est la collection lambda 1 lambda n. Si je prends deux solutions, ben, lambda moins mu, c'est une conséquence de ceci, et c'est infini par rapport à lambda 0, mu 0, t. Donc, tout ça, on avait compris cela. Donc le lemme que j'avais commencé à mettre en place, et j'avais indiqué un corollaire, une remarque que je vais rappeler parce qu'elle est assez importante. Le lemme, c'est que d lambda i est une fonction croissante de lambda 0j, quel que soit i et j. Bien. Alors d'ailleurs, au passage, j'avais indiqué que si on démarre avec des coïncidences de valeurs propres, on avait en fait une estimation a priori sur leur écartement instantané, et cette croissance montre que l'on peut, qu'il y a des choses agréables qui se passent quand, admettons qu'on ait une coïncidence des deux premières valeurs propres, ben on en décale une un peu en dessous, et on a un processus croissant. Et comme on aura des bornes, ça converge vers quelque chose. Je reprendrai ça en détail, on verra exactement de quoi il s'agit pour savoir comment on résout ces équations différentielles stochastiques lorsqu'il y a des coïncidences, puisque ça, au démarrage, ce n'est pas défini. Bien, alors, et je donnerai des choses précises qui ne sont pas totalement standards, apparemment. Donc, lambda i croissant par rapport à lambda j, j'avais expliqué la raison fondamentale de ce lemme, que je vais démontrer dans un instant, c'est que la fonction 1 sur x moins y, cette fonction est une fonction qui est décroissante si x est plus grand que y, qui est décroissante pour x plus petit que y,
mais quelque part, on ne peut pas vraiment dire que c'est une fonction qui est toujours décroissante, parce que en y, elle fait un saut infini, et qui, lui, est croissant. Mais comme de toute façon, il n'y a pas de collision, on est toujours l'un ou l'autre de ces régimes, et c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir la comparaison. Vous inversez évidemment tous les signes, donc ça c'est en X. En Y, c'est évidemment l'inverse. Bon, alors donc ça c'est la raison fondamentale. Donc je mets en remarque ce que j'avais déjà indiqué la semaine dernière, qui sont quand même des choses, des propriétés absolument fondamentales du système, qui seront d'ailleurs brisées au moins partiellement lorsque on compliquera, on prendra des modèles non linéaires, ce qui revient à mettre ici des dépendances au numérateur, des dépendances en lambda I, lambda J. Alors, la première remarque, c'est que lambda plus C de lambda 0. Ouais, alors ça, je devrais dire que tous ces résultats sont presque sûrement, quel que soit t positif, on a cette propriété. Toujours bien faire attention à quel que soit, très sûrement, où est-ce qu'on le met. Donc, quand j'indique C, c'est en fait le vecteur qui est dans toutes les coordonnées sont C, où C est un réel. Alors, lambda plus C de lambda 0, c'est lambda de lambda 0 plus C. C'est l'invariance par translation d'un système de particules en interaction. Comme il n'y a que des différences qui apparaissent, vous rajoutez bêtement C à chacun des lambda I et vous avez cette propriété. La deuxième propriété fondamentale, c'est la conservation du centre de masse. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a le brownien, mais c'est tout comme. Donc, D de somme de I égale 1 à N de lambda I, les sommes, chaque fois que vous avez une interaction entre I et J, vous avez l'interaction avec le signe opposé entre J et I, et donc, lorsque vous sommez tout s'annule. Et il ne vous reste que la partie brownienne. Donc, la partie brownienne, ça vous donne 1 sur racine de n, somme des BI. Et notez que cette somme est indépendante de lambda 0. Et donc, je vais peut-être citer tout de suite un corollaire. C'est que, bien entendu, d lambda I sur d lambda... Attends, je mets les I en haut, en bas. Bon, allez, je vais essayer de les garder en bas tout le temps. D lambda J0, évidemment, c'est positif. C'est l'aspect croissance, positif ou nul. Et vous avez que, quel que soit I, à nouveau, c'est presque sûrement, quel que soit T, quel que soit I, la somme sur J d lambda I sur d lambda 0J est égale à 1, et quel que soit J, la somme sur I des d lambda I sur d lambda 0J est égale à 1. En d'autres termes, c'est une matrice, comme on dit, bistochastique. En plus, elle dépend de l'aléa, mais bistochastique, c'est juste une terminologie pour dire que c'est une matrice de transition. Bon, alors ça, c'est une conséquence automatique ces égalités sont des conséquences automatiques des deux invariances qui sont là-bas. Prenons, je sais pas, la deuxième. Dérivée par rapport à lambda J. Lambda 0J.
comme c'est indépendant de lambda 0, ça disparaît. Et donc, vous avez que d sur dt, puisque les browniens disparaissent, de la somme de i égale 1 à n de d lambda i sur d lambda 0j est égal à 0. Et bien entendu, en t égale à 0, lambda i, c'est lambda i 0, et vous n'en avez qu'un qui fait 1. Donc ceci entraîne la deuxième identité, puisque ça vaut 1 initialement. Bon. Ça, c'est vraiment l'invariance du centre de la conservation du centre de masse. C'est toujours vrai, ça. Hein. C'est indépendant complètement du type d'interaction. La positivité, c'est cette propriété de décroissance, le fait que ce soit un système coopératif. Donc, ça dépend de la forme, mais en fait, la seule propriété qu'il faille, c'est ça. Vous mettez n'importe quelle puissance, c'est pareil. Bon, en particulier, ou des fonctions, une fonction décroissante de lambda moins mu, bon, bref, vous avez compris. La première propriété va, elle, entraîner l'autre identité. Parce que vous allez dériver. Lorsque vous avez une identité, vous avez toujours une équation différentielle associée à ça. Vous avez une identité qui est propriété de groupe, donc vous la dérivez en élément neutre, donc vous dérivez par rapport à Cj en C égale à 0. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Vous dérivez ceci en Cj, oui, bien sûr. Et donc, si vous dérivez en Cj le membre de droite, vous allez avoir la somme oui. Donc, si vous dérivez en Cj et que vous prenez la jème coordonnée, vous allez avoir 1 pour le membre de gauche. Dérivé en Cj, la jème coordonnée. Et ce que vous allez avoir, c'est comme C apparaît dans chacune des composantes de lambda 0 plus C, lorsque vous dérivez, j'ai dit, c'est dérivé par rapport à C, la jème coordonnée. C, il n'y a pas Cj. Toutes les coordonnées de C sont égales, du vecteur, de ce vecteur sont C. Donc, vous récupérez 1 pour la jème coordonnée. De l'autre côté, qu'est-ce que vous récupérez? Bien, le C apparaît dans chacune des coordonnées initiales, et donc vous récupérez la somme sur I, la somme sur J, pardonnez-moi. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Non, la somme sur... Je me perds dans les indices I et J. D lambda J, si c'est ça. De D lambda, donc c'est la somme sur I de D lambda J sur D lambda 0 I. La jème coordonnée, je dérive par rapport à tout le truc. Bon, j'ai simplement, mon trouble, c'est simplement, j'ai inversé les coefficients I et J, c'est tout. Donc, l'invariance par translation donne cette propriété, ça c'est interaction à deux corps, ou de manière plus globale, une interaction qui soit invariante par translation, il pourrait y avoir plus de deux corps, conservation du centre de masse, ça entraîne automatiquement ces deux propriétés. C'est la version infinitésimale de ces deux invariances. La croissance, elle, est totalement spécifique. Bon. Que dire d'autre? Non, l'aspect contractif dans des normes, j'y viendrai dans un instant. Alors, que dire d'autre? Peut-être faire la démonstration, ça ne serait pas complètement idiot.
Donc, je vais prendre un lambda qui est inférieur ou égal à mu. Alors, lambda, c'est un vecteur. Inférieur ou égal à mu, c'est lambda 0, inférieur ou égal à mu 0. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les lambda I0 sont inférieurs à les mu I0, quel que soit-i. Et je veux démontrer que lambda en t, presque sûrement en oméga, est inférieur ou égal à mu de t. C'est bien entendu ça ce dont il s'agit. Bon, on va faire un argument tout à fait typique du principe du maximum, qui consiste à dire lambda moins mu est une fonction déjà continue, elle est même C1, et lambda point moins mu point est égal à la somme, alors donc ça il faut que je mette des i, somme de j différent de i, de 1 sur lambda i moins lambda j, moins 1 sur mu i moins mu j. Donc là, il n'y a plus de browniens, ils se sont éliminés. Ouais. Bon, alors donc, c'est toujours pareil. Ce que on va regarder lambda de t moins mu de t, et puis je veux démarrer avec du strictement négatif, donc je vais prendre un delta positif quelconque, qui sera destiné à tendre vers 0 pour donner le résultat qui m'intéresse, et je vais lui retrancher quelque chose qui va me donner des signes stricts dans l'évolution et un signe strict initialement. Donc ceci en t égale à 0, c'est strictement négatif. Chacune des coordonnées est strictement négative. Donc je raisonne par l'absurde, et je dis qu'il existe un t0 tel que, quel que soit t, lambda t inférieur à t0, pardon, lambda t moins mu t, où lambda t est inférieur à mu de t, où lambda moins mu de t est inférieur à delta 1 plus t, et en t0, il y a égalité pour une des coordonnées. Et il existe un I0 tel que lambda I0 de T0 moins mu I0 de T0 est égal à delta 1 plus T0. Et il me faut, et je vais obtenir une contradiction qui prouve que ce T0 n'existe pas et que donc l'inégalité a lieu. Une contradiction prouve le lemme. Pourquoi? Parce que, je reprends ce que j'étais en train de dire, tout simplement parce que du coup ça veut dire que cette inégalité est vraie pour tout t. Je souris en disant du coup. Bon. Donc lambda de t moins mu de t est inférieur à delta 1 plus t, partout, pour tout t. Et donc, et comme delta est quelconque, ça veut bien dire qu'on a démontré qu'on a levé le point d'interrogation. Bon. La contradiction prouve le lemme. Oui. Alors donc maintenant, on va écrire les équations, la I0e équation pour lambda I moins mu. Donc là, je vais mettre un 0. Vous voyez que si je prends cette différence lambda I0 moins mu 0 moins delta 1 plus t, c'est une fonction qui est négative et qui, en t0, vaut 0. Négative avant t0, donc ça veut dire qu'elle est croissante en t0. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en t0, croissante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dérivée de tout ceci, oui, la dérivée de lambda moins mu moins delta 1 plus t est positive.
Donc ce que cela veut dire, c'est que lambda i moins mu i, point, est supérieur à delta, puisque c'est la dérivée en temps. Donc delta est donc inférieur à tout ce bazar-là, qui est la somme de j différent de i, de 1 sur lambda i0, c'est censé être un 0, moins lambda j, moins 1 sur mu i0, moins mu j. Voilà. Alors, donc maintenant, l'observation, c'est que tout ceci va être négatif grâce à... alors déjà, il y a le delta qui complique un peu la sauce, mais oublions provisoirement le delta. Si vous prenez j plus petit que i, 0, donc vous êtes en train de comparer 1 sur lambda i0 moins lambda j, et 1 sur, donc, ce que je prétends, c'est que ceci est inférieur à 1 sur mu i0 moins mu j. Ce sont des nombres positifs. L'inégalité, donc je mets un point d'interrogation, l'inégalité évidemment inverse sont équivalentes. Et regardez maintenant, j'ai pris delta égal à 0 pour simplifier les choses. Donc le lambda i0 moins mu i0 est égal à 0, tandis que les lambda j moins mu j sont négatifs. C'est exactement dire lambda i0 moins mu 0 est plus grand que lambda j moins mu j. Donc effectivement, au delta près, ceci est négatif ou nul, et on a envie d'avoir une contradiction. Et à nouveau, c'est le phénomène de croissance-décroissance dont je parlais par rapport à l'une ou l'autre des variables. Vérifions pour j plus petit que i0, tranquillement. Alors maintenant, parce que vous allez me dire, oui, mais là, ça ne va plus marcher de la même manière. Si, parce qu'on change aussi les signes. Donc 1 sur lambda i0 moins lambda j est-il inférieur à 1 sur mu i0 moins mu j? Je fais ça vraiment très très simplement. Maintenant, comme j est plus grand que i0 et que les lambda i sont ordonnés, ce que vous avez au dénominateur est négatif. Et donc, voilà pourquoi, si vous refaites le même calcul, vous allez avoir exactement la même chose. Donc, si vous préférez, vous devez dire que 1 sur lambda j moins lambda i0 est plus grand, vous changez le signe, que 1 sur mu j moins mu i0. Vous inversez en prenant l'inverse, lambda j moins lambda i0, je fais vraiment tous les détails, inférieur à mu j moins mu i0, et c'est la même inégalité qui dit que lambda j moins mu j est plus petit que lambda i0 moins mu i0 qui marche. À nouveau, hein, c'est que la courbe que j'ai tracée, croissance-décroissance en xy. Si vous faites avec le delta, vous avez accru les inégalités, donc c'est exactement la même chose. Et en fait, il n'y a même rien à faire, puisque c'est à chacune des coordonnées, vous pensez avec lambda moins delta t, c'est à chacune des coordonnées que vous avez à rajouter la même chose. Donc c'est simplement que lambda i delta 1 plus t0 moins lambda j plus delta 1 plus t0 est égal à lambda i moins lambda j. Donc vous n'avez rien changé à l'intérieur. Donc si vous préférez, vous regardez maintenant l'équative satisfaite par lambda plus delta 1 plus t, et c'est la même équative qui est ici, et c'est pareil. Il n'y a que les différences qui interviennent, donc quand vous ayez rajouté quelque chose ou pas, ça ne change absolument rien. Et donc l'intérêt, c'est de dire ça c'est négatif ou nul, et le delta joue juste
le rôle habituel de désambiguïté des inégalités pour le principe du maximum. Si on n'avait pas mis de delta, on aurait 0 inférieur ou égal à 0. Alors on sait qu'il faut faire une toute petite modification toujours avec le principe du maximum pour assurer la contradiction. OK. Donc démonstration totalement élémentaire. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est le tracé de la fonction 1 sur x moins y. Bon. Alors ça va avoir tout plein de conséquences. Donc j'ai déjà signalé ce corollaire 1. Le corollaire 2, c'est que lambda est... Alors je vais... que la norme P dans Rn, je vais rappeler évidemment ce que j'entends par là, est une fonction qui est décroissante en T. Là-dedans, la norme P, bien sûr, c'est la somme des lambda I à la puissance P, en valeur absolue, bien sûr, 1 sur P. Bon. Je fais tout de suite une remarque. C'est que j'ai ordonné les lambdas et la norme P ouais. Alors j'aime bien normaliser les normes. Donc par rapport à la norme P habituelle, je mets un 1 sur n. Bien. Donc c'est bien ça, oui, il y en a n, donc c'est normal de diviser par 1 sur n à ce niveau-là. La norme infinie, qu'elle est de n ou pas, ça ne change rien, hein, c'est le max. Parce que c'est un 1 sur n à la puissance 1 sur p. La norme p usuelle dans Rn. Hein. Donc quand p tend vers l'infini, la norme à l'infini, c'est juste le max des lambda I. Alors, avec cette normalisation, ceci est juste la distance de Wasserstein d'indice P, des mesures empiriques associées à lambda et à mu. C'est parce qu'on est en dimension 1 qu'on a des masses ponctuelles. On sait que le meilleur transport possible est un transport croissant, et la manière de le réaliser, c'est d'envoyer pour chaque I, qui ont été lambda I, sur mu I. Donc c'est la norme de Wasserstein, la distance de Wasserstein, alors, plusieurs démonstrations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau des mesures empiriques, cette évolution fait décroître les distances de Wasserstein. À nouveau, c'est un fait très général dès qu'on a la croissance. Donc, c'est la propriété de croissance par rapport à lambda J0. Ça serait vrai, quelle que soit la puissance, quelle que soit... et juste avec les bonnes propriétés de croissance-décroissance. Alors évidemment, ça aura des conséquences sur l'équation limite. Ça veut dire que l'équation limite, elle décroît toutes les distances de Wasserstein. L'équation de Vlasov, l'équation dite de diffusion de Dyson.
Et en fait, ça, c'est un truc complètement général. Vous pouvez vérifier, grâce à ces propriétés, que la norme P décroît. Je vous laisse vous amuser à faire la démonstration directe. Grâce au lemme ou grâce au corollaire 1. C'est un exercice de différenciabilité de taupe. Hein. Il y a absolument zéro difficulté. Vous calculez. Bon. Mais en fait, c'est une variante de l'observation du lemme ou de Crandall-Tartar. Donc ça, j'en avais un tout petit peu parlé l'an dernier, suite à l'exposé de Benoît sur les techniques de couplage pour vérifier qu'on contrôle la décroissance des distances de Wasserstein. Alors, le lemme de Crandall-Tartar vous dit, c'est vraiment, enfin, lemme, le théorème, peu importe. Les démonstrations sont très simples, mais c'est très joli de... Donc, je vais faire un petit rappel sur Crandall-Tartar, parce que je suis parti d'une génération qui a été imbibée à ce lemme. On en parlait avec Yann. C'était effectivement, Yann disait, c'était ma Bible, le Crandall-Tartar. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc, c'est plutôt un lemme qui fonctionne sur des semi-groupes, mais c'est en fait sur des transformations qui envoient, par exemple, L1 dans L1 ou L infini dans L infini. Ça pourrait être des fonctions continues dans les fonctions continues. Bref, on travaille avec la norme du sup. Là, vous allez dire que TF plus une constante, plus C0, est égal à TF plus C0. Et là, vous allez dire que T préserve les intégrales, préserve le centre de masse, commute avec les translations. Bien. Alors, sont équivalents le fait que T est un opérateur croissant par rapport à F, et le fait que T soit une contraction pour la norme 1, dans le cas qui est là. Et dans le cas qui est ici, soit une contraction pour la norme du sup. Et je dis ils sont équivalents, c'est donc qu'on a bien les deux sens de la flèche. Donc lorsque vous avez cette propriété structurelle de conservation de la masse, ou d'invariance par addition d'une constante. À ce moment-là, être un opérateur croissant, principe maximum si vous voulez, est équivalent à la contraction. Donc, on pourrait démontrer la monotonie pour ce système-là. Alors, ce n'est pas la même chose, parce que là, maintenant, j'ai un truc qui est à valeur vectorielle.
Mais bon, ce sera exactement le même type de démonstration. Vous pourriez avoir ici un opérateur qui va de L1 à la puissance D dans L1 à la puissance D. Ça, c'est la version discrète. Ou de L infini à la puissance D dans L infini à la puissance D. La puissance est d'ailleurs N, pas D. Ça serait exactement pareil. J'en reparlerai dans un instant. Alors évidemment, si vous avez toutes les propriétés, à savoir celle-ci et celle-là, et que vous savez que c'est un opérateur croissant, vous avez cette propriété de contractivité pour la norme 1 et pour la norme infinie. Et en fait, ce n'était pas dans l'article de Crandall-Tartar, mais c'est une évidence, surtout sachant que Tartar était le pionnier de l'interpolation non linéaire. Vous avez aussi ça dans LP. Vous pouvez voir ça par interpolation, hein, c'est comme le théorème de Riesz. Ou vous pouvez le faire directement en pensant que si vous avez une contraction dans L1 et une contraction dans L infini, vous allez récupérer l'analogue de ces trois propriétés. Et celle-ci entraîne que c'est une contraction dans LP. Donc le point essentiel, c'est de comprendre ça. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un système d'équations différentielles, pensée ordinaire parce que le brownien ne joue absolument aucun rôle, qui préserve le centre de masse, eh bien le fait que ce soit une contraction, c'est, pour la norme 1, c'est équivalent à la propriété de monotonie. Ou si vous avez un système qui est invariant par translation du centre de masse, à ce moment-là, vous avez translation de toutes les coordonnées. À ce moment-là, vous avez la croissance est équivalente à la contraction dans l'infini. Alors, c'est quelque chose qu'il est bon de savoir et dont la démonstration est quasiment... alors, il y a des petites astuces pour l'équivalence. C'est astucieux, mais c'est tout à fait élémentaire, mais ce n'est pas parce que c'est élémentaire que ce n'est pas un résultat remarquable. Et qui est visiblement pas si bien connu de nos jours. Alors, qu'est-ce que je vais supprimer? Ouais, je peux tout supprimer d'ailleurs. Allez, hop. Le dessin, les bouts de démonstration, c'est vraiment pas nécessaire. Je vais garder un petit moment les corollaires parce que c'est quand même, ce sont les principaux résultats de cette partie du cours. Et après, il faudra que je fasse un retour sur qu'est-ce que ça veut dire solution du problème lorsqu'on démarre avec des valeurs propres, enfin des lambda i, des particules, qui peuvent être au même endroit. Bon, allons-y pour la démonstration du sens qui, a priori, est quand même le plus important, c'est-à-dire la remontée. C'est-à-dire à partir du moment où on sait que c'est un opérateur qui préserve les signes, pourquoi c'est une contraction? Bon, c'est pas compliqué. F est inférieur à G plus F moins G infini. T préserve l'ordre, donc TF est inférieur à T de tout ce bazar-là. Ça, c'est une constante, vous la sortez du T, plus TG, F moins G infini. Donc, ça veut dire que TF moins TG est majoré par ceci. Vous échangez le rôle de G et F. Vous avez donc démontré que la valeur absolue de TF moins TG était partout majorée par F moins G infini. C'est la contraction dans l'infini. On a vu plus compliqué comme démonstration. Alors, pour la norme L1.
Alors, comment on fait ça? Il faut que je me remémore un tout petit peu, que je retrouve la démonstration. Ouais. Vous allez dire que T du max de f et g, a priori, c'est plus grand que f et plus grand que g, donc c'est supérieur au max de tf et de tg. De la même manière, t du min de f et g est inférieur ou égal au min de tf et tg. Vous en déduisez donc ouais. Ah oui, donc et maintenant je prends la différence et les intégrales. Donc déjà, c'est supérieur ou égal au max de TF TG moins min de TF TG. Donc si vous prenez les intégrales et que vous servez de la conservation de l'intégrale, vous en déduisez donc qu'en prenant l'intégrale, mais qu'est-ce que vous obtenez ici? Vous obtenez ici l'intégrale du maximum de f et g moins le minimum de f et g, parce que l'intégrale de ce bazar-là, c'est l'intégrale de celui-ci, et moins l'intégrale de ce bazar-là, c'est l'intégrale de celui-là. Ça, c'est la préservation de l'intégrale. Et donc, supérieur ou égal, et quand vous prenez l'intégrale de ceci, vous avez par définition, enfin, l'intégrale de la valeur absolue. Max moins min, ça fait la valeur absolue. Et donc, si max moins min, ça fait la valeur absolue, ben, ça fait l'intégrale de f moins g. Et donc, vous avez démontré que c'était décroissant pour la normale 1. Bon. La réciproque est un peu plus, est un peu plus subtile. Je vous la... Non, je vous la laisse pas en exercice parce que vous risquez d'avoir des soucis pour la démontrer. Vous pouvez y réfléchir, je vous donnerai la réponse si ça vous embête. Vous allez voir l'article de Candal-Tartar, c'est une très bonne lecture. Mais ce n'est pas la direction dont je vais me servir. C'est juste une direction qui dit que on peut peut-être imaginer des trucs qui soient contractants et qui ne préservent pas l'ordre. Mais non, il n'y en a pas. Donc c'est bon à savoir. J'avais indiqué l'an dernier aussi des variantes, c'est-à-dire par quoi il faut remplacer ces propriétés ou celles-ci si vous voulez maintenant une constante à la place de 1. Donc ce sont des variantes qui sont possibles, il y a des extensions. Une fois que vous avez compris les techniques, vous comprenez ce qu'il faut faire. Donc c'est possible. Donc des remarques, c'est qu'il y a des variantes. Avec des constantes plus grandes que 1. Hein. Donc, on n'a plus exactement la croissance, mais bon, bref, il y a des variantes. Ce qui fait une caractérisation moyennement intéressante des fonctions lipschitziennes, mais bon, c'est pas le plus passionnant. Vous voyez que dans la démonstration,
je vais par exemple faire la décroissance de la norme infinie. Si c'est vectoriel, ça ne change absolument rien. Je ne me sers pas du tout du fait que j'ai un ordre total. Donc la démonstration que j'ai faite en ajoutant un C, c'est exactement la même chose parce que lambda est inférieur à mu plus le maximum sur I des lambda I moins mu I, étant donné que c'est le vecteur dans lequel, à chacune des coordonnées, je mets le max. Bon. Maintenant, on a vu que la solution en temps t, qui est l'opérateur grand T, va préserver ceci, parce que la solution correspondant à cela, c'est la solution correspondant à mu, plus l'addition pour chacune des coordonnées de cette constante, et ça montre bien le fait que l'on ait une contraction pour la norme du sup. C'est exactement la même démonstration. Pour la norme L1, c'est exactement la même démonstration. Vous pouvez simplement vous dire qu'est-ce que c'est le maximum de lambda et de mu si lambda et mu sont deux vecteurs. C'est vraiment le vecteur où chacune des coordonnées, c'est le maximum des lambda I et des mu I. Et à ce moment-là, la démonstration est exactement la même. Donc voilà pourquoi l'évolution de Dyson, ces équations différentielles stochastiques, on voit qu'elle préserve la positivité et qu'elle décroît toutes les distances de Wasserstein pour les mesures empiriques associées. Ou qu'elle décroît toutes les distances dans LP. En fait, elle décroît encore beaucoup plus de choses que ça. On peut inventer des distances bizarroïdes avec des fonctions qui vont aussi décroître. La puissance là-dedans joue très très peu de rôle, la puissance P. Et ça, grâce au lemme 1, vous pouvez vous amuser à construire en fait, c'est vraiment des couplages, si on pense en termes de mesures de Wasserstein, assez généraux. Alors, donc il y a des variantes avec C supérieur ou égal à 1, et remarque, c'est ce que j'avais expliqué l'an dernier, c'est qu'il y a un analogue. Donc là, on a vu des choses sur des mesures empiriques, et il y a un analogue sur l'espace de probabilité sur R. À ceci près, et ça va faire une transition avec ce que je veux faire maintenant. Donc vous avez une application qui envoie P de R dans P de R, qui est en partie définie pour des mesures Mn qui sont des mesures empiriques. Donc attention, je les range toujours en ordre croissant, ce qui permet d'identifier les distances de Wasserstein avec la distance P dans Rn, avec la bonne normalisation en 1 sur N. L'analogue de l'intégrale de Tf égale intégrale de f. Donc vous avez ensuite une application grand T. Alors, pour des raisons techniques, si vous voulez vraiment démontrer ce lemme, il faut rajouter, je ne vais pas citer un résultat précis, j'en ai pas réellement besoin, c'est plus sûr de mettre de la continuité pour P équipé de la topologie étroite. Alors, l'analogue de ça, c'est quoi? L'intégrale de Tf égale l'intégrale de f. Regardez sur les mesures empiriques.
l'intégrale de TF, c'est 1 sur n de somme des t de lambda I. De manière générale, regardons tout simplement qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça, c'est l'intégrale de z dmn de z. Par définition de la mesure empirique. Donc préserver la masse, c'est préserver le premier moment. Donc, préserver la masse, c'est dire que T préserve le premier moment, je ne sais pas comment écrire ça, si c'est l'intégrale de Z dtm de Z est égale à l'intégrale de Zm de Z. Donc ça, c'est l'analogue. Rajouter une constante à lambda. Passer de lambda à lambda plus c. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, sur la mesure empirique, au lieu d'avoir mis une masse 1 sur n en chacun des lambda i, vous avez mis la même masse, mais en chacun des lambda i plus c. En d'autres termes, vous avez fait une translation de mn. Donc l'analogue de ceci, c'est de dire que T commute avec les translations. Donc je note tau C de M, c'est cette opération de translation. Bon, donc ça c'est bien, on a identifié deux opérations très simples. Et maintenant, on peut se poser la question de quand est-ce que T décroît la distance de Wasserstein ou pas. Et on aura une manière quasi transparente de vérifier que des distances de Wasserstein décroissent, par exemple sur des équations aux dérivées partielles. Attention, tout ça c'est en dimension 1. Ces propriétés-là, ça n'a rien à voir avec la dimension 1. Mais où la dimension va jouer un rôle, c'est quand on va traduire cette propriété sur les applications de T. En effet, qu'est-ce que ça veut dire que les lambda i sont inférieurs à mu i? Donc vous avez mn lambda, qui est 1 sur n somme de delta lambda i, et mn mu, qui est 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de delta mu i. Et vous avez lambda inférieur à mu. Qu'est-ce que ça veut dire sur les mesures? Alors, ce que ça veut dire sur les mesures, c'est, il faut le voir au niveau des fonctions de répartition. Donc, ce que cela signifie, la fonction de répartition, bon, je préfère la faire démarrer en moins l'infini, ça va nous créer un signe curieux. Donc la fonction de répartition, c'est l'intégrale de moins l'infini à x exclu, parce que je peux avoir des masses de Dirac, hein, de dm. Et en fait, le problème, il est là. Hein, c'est si on veut faire des extensions multidimensionnelles, c'est qu'est-ce que ça veut dire que les lambdas sont inférieurs à mu? Puisque maintenant, en plus, les points, les lambda i ne sont plus dans R, ils sont dans RD. Donc on peut prendre l'ordre partiel dans RD pour lambda i plus petit que mu i, ou on peut faire des choses un peu plus sophistiquées, qui consiste à comparer une fois qu'on a réalisé le transport de l'un sur l'autre. Bon.
Donc, il y a des choses intéressantes à gratter sur la signification des extensions multidimensionnelles avec les relations d'ordre quand on compare deux mesures dans RD. On peut faire l'analogue multidimensionnel de ce que je vais faire, mais je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Je pense qu'il y a une étape qui a été franchie là, c'est que les points dans R que j'ai pris pour mes mesures empiriques, je les ai rangés en ordre croissant. Et donc, du coup, cela veut dire que lorsque j'en prends deux, ils sont déjà dans la configuration optimale du point de vue du transport. Dans RD, c'est pour ça que je dis qu'il faut les réarranger. Il faut trouver la permutation des points qui va donner la distance minimale. Et à ce moment-là, on peut comparer les choses. Bon, c'est une sorte de domination stochastique un peu curieuse. J'ai posé quelques questions aux probabilistes, ça ne semble pas avoir été étudié ni abordé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la domination stochastique dans RD? La plupart des probabilistes vous disent que ça ne marche pas. Et on s'arrête là. Parce que les fonctions de répartition dans RD, c'est pénible. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, je signale cette idée que j'aimerais bien voir développée. Enfin, j'aimerais bien savoir, j'ai un peu commencé, il y a des choses curieuses qui apparaissent. Bon, après, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Et après, c'est une fois qu'on a réarrangé les points, donc là, on a une comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des mesures? Ça veut dire qu'on intègre les fonctions de répartition après le transport optimal, le réarrangement des indices des points. Mais cette comparaison, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, c'est en fait mesurer la masse par rapport aux mesures d'un certain nombre d'ensembles, pas uniquement des parallélépipèdes, et qui ont des propriétés dont le bord a une normale dont toutes les coordonnées sont positives. Donc on peut pousser ce genre de truc, on crée un machin, et après la vraie question, c'est est-ce que le machin sert à quelque chose ou pas? Et pour l'instant, je ne peux pas dire que ça a été très probant. Alors si on fait les choses très naïvement sur les extensions multidimensionnelles, pour des équations très simples, style des équations de la chaleur, ça donne le résultat en deux lignes, et que effectivement ça contracte les distances de Wasserstein. Ce qui, après tout, et d'autres questions liées sur les milieux poreux, etc. Donc c'est déjà pas si mal quand on voit les démonstrations qui sont faites d'habitude. Et donc c'est juste un scandale tartare. Parce qu'évidemment, l'équation de la chaleur préserve le premier moment, parce qu'il y a deux dérivés, et évidemment commute avec l'addition de constantes. Bon. Donc c'est pas vide dans les extensions multidimensionnelles, je me contente de le faire oralement, parce que, à part retrouver très très simplement des résultats dont les démonstrations sont parfois un peu pénibles, et puis là on oublie toutes les questions de couplage, etc., on a un truc transparent. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des propriétés. Et là, c'est dans des situations où on s'attend à ce qu'il y ait une contraction des distances de Wasserstein. En revanche, si vous voulez vraiment démontrer des croissances des croissances exponentielles, au plus exponentielles des distances de Wasserstein, il vaut mieux faire des démonstrations directes. Bon, s'il était arrivé jusqu'ici, je le fauchais. Mais je ne trouve pas ça. Je n'ai pas vraiment d'exemple convaincant. Alors c'est vrai qu'il y a des trucs un peu amusants sur les lois de conservation scalaire qui sortent avec ça, etc. Mais bon,
point trop n'en faut, il y a déjà un gros bouquin de Benoît et de Nicolas Fournier. Je ne vais pas mettre mon nez là-dedans. Alors, il n'en demeure pas moins que, après tout ce long baratin, deuxième, donc dm lambda maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, vous voyez que tous les lambda 1, je vais faire un dessin lambda 1, lambda 2, lambda n. Puis je vais coller, disons, mu1 ici. Et puis là, je vais en coller 2, bon, de façon à oui, enfin, à part que j'aurais plus de mal à en coller 2, donc c'est plutôt... Si je fais un trou, c'est comme ça que je dois faire le trou. Parce qu'il faut que lambda 2 soit plus petit que mu2 et que lambda 3 soit plus petit que mu3. Pour ne pas dire, on a... Bon. Donc j'oublie les 1 sur n, hein, ils sont là et là. Vous partez de moins l'infini. Tant que vous ne touchez pas lambda 1, tous vos zéros. Vous dépassez lambda 1, f s'accroît de 1 sur n. G reste toujours à 0. Il rattrape le 1 sur n quand il arrive là. Et puis celui-là, il monte, donc ils sont égaux. Là, ils sont inférieurs. Là, f est plus grand que g. Là, f égale à g. Là, c'est f qui s'accroît. F reste plus grand que g. Et g ne va le rattraper que lorsqu'il a ces deux points. Ainsi de suite. Donc vous voyez que lambda est inférieur ou à mu, c'est complètement équivalent à dire que f de x est supérieur à g de x, quel que soit x. Donc la propriété de monotonie, c'est la propriété, j'ai changé le signe, de domination stochastique. D'habitude, la domination stochastique, c'est pour 1 moins ça. Et donc ça donne que si on les queues d'intégrale, donc la propriété, on dit que x est dominé par y, si la probabilité que grand X soit supérieur à petit x est inférieure ou égale à la probabilité que y est supérieur ou égal à x. Donc c'est une notion unidimensionnelle qui est très utile dans des probas élémentaires, hein, et qui est très utile, donc, point. Et évidemment, c'est le contraire. Ça, c'est mon grand F, ça, c'est mon G. On a l'impression que c'est l'inégalité opposée, oui, mais parce que cette probabilité, c'est 1 moins F et 1 moins G. Bien. OK. Donc, on sait maintenant que la propriété de domination, c'est pour ça qu'on a baptisé notre approche domination spectrale, parce qu'à la base, il y a des matrices, on regarde les valeurs propres et on veut que les mesures empiriques soient comparables par... que la mesure empirique des valeurs propres de l'une soit dominée par la mesure empirique des valeurs propres de l'autre. Donc c'est une relation de comparaison sur les matrices que l'on induit par ce biais, sur les matrices symétriques, qui est une comparaison plus faible que la comparaison habituelle des matrices symétriques, qui est de A inférieur ou égal à B. On dit que les valeurs propres sont dominées, en ce sens-là, par l'autre. Si vous avez deux matrices symétriques comparables, alors ça entraîne ceci. La réciproque est fausse parce que c'est modulo un changement de base. Elles ne sont pas forcément diagonalisables dans la même base. Si elles sont diagonalisables dans la même base, alors tout est équivalent. Donc derrière, vous avez cette idée de dire que A, dont les valeurs propres sont lambda 1 et lambda n, est dominé par B. Ce
qui veut simplement dire qu'après avoir ordonné les valeurs propres, A et B étant des matrices symétriques. Après avoir ordonné les valeurs propres, vous voulez que lambda I soit plus petit que mu I. Bien. Donc, lambda I plus petit que mu I, domination stochastique, en tout cas des mesures empiriques, comparaison des fonctions de répartition, domination spectrale des matrices. Ben voilà, c'est les trois notions équivalentes dans le cas qui nous occupe et qui sont naturelles lorsqu'on regarde cette évolution de Dyson. Bon, donc comparaison des valeurs propres, et je me servirai parfois de cette notation de dire que M est dominé. M1 est dominé par M2, sachant que en fait, c'est en fait une comparaison ponctuelle des fonctions de répartition. C'est une comparaison ponctuelle des fonctions de répartition. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si vous pensez à l'analogue abstrait? Ça veut dire que la comparaison ici, c'est la comparaison des primitives. C'est-à-dire que l'évolution conserve l'ordre pour les primitives. Vous prenez une loi de conservation scalaire, eh bien la primitive, c'est l'équation d'Hamilton-Jacobi. Elle préserve l'ordre. Donc vous savez tout de suite que vous avez la propriété qu'il faut pour les distances de Wasserstein. Je prends un exemple comme ceci. Et de manière générale, une équation quasi-linéaire, vous montez d'un cran, vous avez une équation qui a le principe du maximum. Donc, c'est si f, fonction de répartition, fm1 est plus petit que fm2, c'est de dire que ça entraîne que tfm1 est plus petit ou égal qu'à tfm2, avec des notations évidentes où fm1 et fm2 sont les fonctions de répartition associées aux mesures m1 et m2. Bon, mais ça c'est quand même assez amusant. Donc ça veut dire que l'évolution de Dyson préserve la comparaison des fonctions de répartition. Donc au niveau des fonctions de répartition, ben, on a le principe de comparaison. Notez néanmoins que, contrairement à ce que l'on verra pour l'équation limite, c'est bien dommage d'ailleurs, l'équation de Dyson ne nous fournit pas une évolution de la fonction de répartition. Vous n'avez pas ça, et le problème, on le manque de peu, mais on le manque à cause de la self-interaction, qui évidemment est infinie. Donc, c'est une propriété dynamique, à savoir que l'on garde la comparaison des fonctions de répartition des mesures empiriques, mais on n'a pas d'équation pour les fonctions de répartition des mesures empiriques. On a une équation approchée, j'aurai l'occasion d'y revenir là-dessus, on a une équation approchée, mais assez désagréable, avec un soupçon d'antidiffusion. On fera ce petit calcul un peu plus tard. Donc là, ça conclut les choses semi-classiques. La seule chose qui soit connue, avec des démonstrations que je ne vous recommande pas de lire, c'est la croissance et le fait que les normes de Wasserstein décroissent. Donc ces résultats sont connus. C'est le moins qu'on puisse dire, ce n'est pas des démonstrations élégantes. Et en fait, ce que je prétends, c'est que c'est transparent. Alors ça a un troisième corollaire
qui est de dire que, enfin, je peux construire, Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a une application lambda qui donne lambda de t. Cette application a été définie sur l'ensemble des lambda qui est lambda 1 plus petit que lambda 2, etc., plus petit que lambda n. Du fait de la décroissance des normes P, ça veut dire qu'on a l'uniforme continuité, uniforme en temps, par rapport aux conditions initiales. Peut-être lambda 0, c'est peut-être un peu plus clair, sinon ça fait beaucoup de lambda. Donc, elle s'étend par continuité, prolongement par continuité, de manière d'ailleurs aussi de manière croissante et de manière croissante. Mais même si on oublie la croissance, le fait qu'on ait une bonne estimation, là c'est 1. Un peu plus tard, on verra des situations où on n'aura pas 1, on aura un des puissances ct. Ça va s'étendre par continuité à la fermeture de ceci, lambda 1, 0, inférieur à lambda 2, 0. C'est-à-dire qu'on se permet des collisions initialement. Donc Charles, qui a le bon goût de lire un peu la littérature, me dit que c'est effectivement comme ça que les gens manipulent ces équations différentielles stochastiques lorsqu'il y a des collisions, avec néanmoins, je n'ai pas l'impression que ce soit les mêmes que ceux qui avaient observé les histoires de distance de Wasserstein. Donc je pense que les démonstrations, me dit-il, c'est sa responsabilité, sont nettement plus merdiques, pardonnez-moi l'expression. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de très transparent. En fait, on peut se dire, mais si je suis maintenant sur le bord de cet ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des coïncidences, est-ce que je peux définir les équations différentielles stochastiques? La réponse est oui, parce qu'on a obtenu une estimation. Ça, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, et ça aussi, c'était un petit truc nouveau. De plus, si les lambda I0 ne sont pas tous distincts, donc on a la solution ainsi obtenue, le lambda de t, bien entendu, presque sûrement, et une fonction continue du temps. Là, c'est la prolongation, c'est le prolongement par continuité. La fonction continue du temps, presque sûrement. Et on a l'estimation que l'intégrale de 0 à t, je vous rappelle l'estimation que l'on a obtenue sur somme de i différente j de 1 sur lambda i moins lambda j à la puissance p est finie. Et où p est égal à 2 si c est strictement plus petit que racine de 2, et p est un nombre compris entre 1 et 2 si c est égal à racine de 2, qui est le cas limite. Et de toute façon, après, il y a des collisions si c est strictement plus grand que racine de 2. Ça aussi, on l'a démontré. Même en partant de points qui sont disjoints. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge dans le scaling. Le racine de 2, qui correspond à une matrice non symétrique de brownien dont on prend la partie symétrique, est un peu juste.
Mais en tout cas, ça suffit amplement pour définir maintenant d lambda I, qui est égal à 1 sur racine de n dBi, et puis je dois maintenant écrire la partie déterministe, mais là j'ai tout ce qu'il me faut, parce que la partie déterministe, elle est dans L2, elle est dans LP, donc je peux tout à fait maintenant parler de la somme, et même L1 suffit pour définir l'objet. Somme de J différent de I, 1 égale à N, 1 sur lambda I moins lambda J. Donc, l'estimation cruciale, c'est celle que j'ai faite la semaine dernière. Et maintenant qu'on a un prolongement par continuité, on peut vraiment parler de cette équation différentielle stochastique, bien qu'initialement, il y ait des coordonnées qui coïncident. Et ça encore, c'est pour ça que c'est du semi-classique, c'est pas tout. C'est pas aussi clair que ça dans la littérature, je suis même pas sûr que ça soit dans la littérature, point. Bon. Là encore, c'est assez robuste ces démonstrations. Ça ne dépend pas tellement de ce que l'on manipule. Des puissances inverses, etc. OK, alors, donc, il est grand temps maintenant de passer à la nouveauté. Donc, on avait vu enfin, les nouveautés, j'ai eu quelques-unes dans le cours, je n'ai pas honte. Donc on avait vu comment, en mettant bout à bout des démonstrations, on avait vu que l'on pouvait passer à la limite. Pour la topologie étroite, on avait montré des bornes. Donc ce que l'on a déjà vu. Que quand n tend vers l'infini, en supposant que mn0 converge étroitement vers un certain m0, c'est-à-dire faiblement, et on a juste une majoration uniforme des queues d'intégrale. Alors Mn converge elle aussi étroitement vers M, uniformément en temps. On peut maîtriser, c'est-à-dire que vous avez une majoration parfaite, c'est ce qu'on a déjà vu des queues d'intégrale, et que vous maîtrisez, pour parler d'uniformité, par exemple, vous maîtrisez la convergence faible. En fait, on peut rendre métrique aussi la convergence étroite si je ne m'abuse. Donc, peu importe, Mn converge étroitement vers M, et M, qui est une fonction continue du temps à valeur des probabilités, et je mets un W pour dire que c'est bien des topologies faibles, et la solution de dm sur dt plus d sur dx de mhm. À ceci près que... Oui, alors, je dis toujours H et la transformée de Hilbert, alors attention à mes conventions, hein, j'ai tout pris égal à 1, 2 pi, etc. Donc parfois la transformée de Hilbert, elle est écrite avec 1 sur 2 pi, donc, ou avec pi, ou enfin avec des trucs qui dépendent de pi, éventuellement même certains, pour le rendre hermitien, multiplié par i. Donc bon, le HM là est clairement défini. C'est formellement, c'est 1 sur x moins y dm de y, ce qui n'a pas grand sens. Et
c'est valeur principale de 1 sur x convolée avec m, ce qui est précis mathématiquement, mais pas très forcément lumineux. Et j'ai déjà expliqué, je crois que c'était la semaine dernière, que le produit MHM n'a aucun sens en général, puisque prenez pour M qui est une masse de Dirac, ici vous avez valeur principale de 1 sur x, ça c'est HM, vous multipliez par delta 0, ça n'a aucun sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire solution faible? Alors solution faible, c'est qu'il nous faut définir une distribution MHM. Donc je devrais mettre, je rappelle ceci. MHM, donc je veux expliquer comment ça agit sur une fonction test, c'est-à-dire une fonction C infinie à support compact. Le 0 signifie à support compact. Donc formellement, vous pensez bon, je ne vais pas refaire, je l'ai déjà fait la semaine dernière, eh bien, ça fait phi de x moins phi de x moins phi de y divisé par x moins y. Alors donc là-dedans, je vous ai démontré comment on pouvait faire une démonstration pédestre de l'unicité par transformée de Fourier, tout en insistant assez lourdement sur le fait qu'on sera amené à regarder des cas plus compliqués, plus non linéaires, avec des dépendances en lambda, et que donc ce genre de démonstration basée sur Fourier s'effondrera totalement. Donc on a besoin de changer de démonstration. Quand je dis on a vu, ce n'est pas tout à fait exact, parce que dans le théorème que j'avais indiqué, j'avais supposé que les lambda i n'étaient pas égaux entre eux, mais grâce à ce troisième corollaire, ce que je vous ai dit s'étend évidemment à des lambda i 0 quelconques. La solution de ceci, c'est une solution que l'on peut qualifier de solution faible, même s'il s'agit de définir correctement le terme non linéaire. Et c'est évidemment le 1,5 provient de l'antisymétrie de valeur principale de 1 sur x. Donc on s'en tire à cause de l'antisymétrie. Donc vous écrivez formellement de quoi il s'agit, je ne vais pas refaire, mais comme Claude est revenu de Berlin, j'explique oralement de quoi il s'agit. On échange x et y et on obtient un demi. Donc avant qu'il s'endorme, je le dis. Bien. Voilà. Et ce qu'on déduit de tous les corollaires que j'ai démontrés, c'est que la domination stochastique est préservée par le flot et que cette équation de Vlasov singulière, ou équation de diffusion de Dyson, c'est une équation du premier ordre, mais quand on commence à y avoir des singularités, la distinction entre premier et deuxième ordre n'est pas claire. Je vous laisse méditer sur cette question quand on a des termes non linéaires. Bon, eh bien, donc cette équation décroît les distances de Wasserstein. Cette évolution, je vais l'écrire, préserve la domination stochastique, c'est exactement, c'est maintenant la domination au sens des mesures de proba. La domination stochastique et décroît les distances de Wasserstein pour tous les p, compris entre 1 et l'infini. Bon, alors,
La distance infinie de Wasserstein n'est pas très agréable. Bien. Et donc maintenant, je boucle là ces comparaisons semi-classiques et j'en arrive à la troisième section de mon cours. Je dis 3 avec autorité, mais c'est peut-être 4. Hein, j'en sais absolument rien. Mais je crois que c'est la troisième. La troisième section de mon cours qui est analyse de l'équation limite et solution de viscosité. Bon. Et donc, évidemment, on a envie de prendre la primitive, puisque c'est au niveau de la primitive qu'il y a une comparaison. Que de préserver la domination stochastique, ça veut dire préserver la comparaison des F. On intègre à vue. Il y a un petit aspect formel là, mais la justification, elle est triviale. Vous intégrez de moins l'infini à x le m. Ça fait df sur dt. L'aspect formel, c'est que je vais manipuler les choses comme si tout était régulier. Le d sur dx disparaît, parce qu'en moins l'infini, tout s'annule. Donc ça vous fait plus m, mais m, c'est df sur dx. Et puis, vous avez, si vous avez de la régularité, la primitive. Non, vous n'avez pas de primitive, c'est le d sur dx. Vous avez h de df sur dx. H de df sur dx, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est valeur principale de 1 sur x convolée avec df sur dx. Vous pouvez faire un calcul plus pédestre que celui que je vais faire brutalement en me servant du langage des distributions. Vous savez que pensez 1 sur x, des intégrales, et le calcul est exactement le même. Le d sur dx qui est ici, quand vous dérivez un produit de convolution, vous pouvez dériver l'un des deux au sens de distribution, c'est toujours vrai. L'un des deux membres, c'est la dérivée du produit de convolution de Vp1 sur x et de f. Mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le d sur dx sur Vp de 1 sur x. Si je fais ça, la dérivée de 1 sur x, c'est 1 sur x2, qui est encore moins intégrable en 0 que 1 sur x, et on parle, au sens de distribution, de partie finie de 1 sur x2, convolée avec f. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Il y a un moins qui flotte, pardonnez-moi. Et en se servant de la symétrie, on a l'habitude d'écrire ce produit de convolution avec, disons, la manipulation de la partie finie. La manière la plus simple de l'écrire, c'est d'écrire f de x moins f de y divisé par x moins y au carré. Le moins, il est là. Hein? Et ça, c'est la correction qu'on aurait pour une valeur principale ou pour une partie finie. Normalement, pour une partie finie, il faut enlever aussi la dérivée en f' de x, x moins y, mais par symétrie, c'est parce que 1 sur x moins y au carré est pair, la notation habituelle de ce produit de convolution, c'est cela.
Et j'indiquerai dans un instant pourquoi c'est défini et comment c'est défini, ce bazar-là. Même pour une fonction régulière, pas tout à fait évident que ce bazar-là soit défini. Et là, vous reconnaissez un opérateur. Ça, c'est une autre manière de représenter moins d2 sur dx2 à la puissance 1,5. Bon, alors celui-là, je vais l'appeler... J'ai pas envie de me trimballer... Cette notation est un peu lourde, et donc ça, je vais l'appeler A1,5. Donc attention, hein, ce n'est pas une valeur absolue de d sur... Enfin, c'est une certaine manière de noter ça, c'est de dire c'est la valeur absolue de d sur dx. Mais pour des opérateurs, bon... mais attention à ces notations, je préfère que l'on soit précis. Alors ça, c'est un opérateur auto-adjoint, donc la racine carrée est a priori définie, si on précise dans quel espace on travaille. Donc les racines carrées sont facilement définies pour des opérateurs auto-adjoints dans des espaces de Hilbert. Hein. Vous prenez sa résolution spectrale et vous mettez les racines carrées partout. Comme dans une matrice symétrique, comment vous définissez la racine carrée? Ben, vous diagonalisez la matrice et dans cette même base de vecteurs propres, vous remplacez toutes les valeurs propres par cette racine carrée de lambda i. C'est exactement la même chose, à part que c'est en dimension, c'est dans l'espace de Hilbert. Donc, je noterai parfois ceci, mais attention, la puissance 1,5, elle est fondamentalement définie lorsqu'on n'est pas en train de travailler dans l'espace de Hilbert, elle est définie par cette formule. Donc la bonne formule, c'est quand même cette intégrale. Alors, c'est cette intégrale, mais bon, même si c'est totalement élémentaire, je vais quand même... et ça, j'en aurais besoin, parce que si on ne sait pas que les f seront régulières... Oui, dans ce qu'on a vu, j'ai aussi indiqué que si on part d'une masse de Dirac, mettons en 0, c'est-à-dire d'une matrice initiale qui est 0, alors on a la loi semi-circulaire de Dyson, qui est la solution de cette équation-là. De la même façon que lorsque vous partez d'une Dirac pour l'équation de la chaleur, bah, vous avez les gaussiennes qui sont solutions. Je parlerai de conjecture sur la régularité. Hein. Donc, quand vous parlez de la loi semi-circulaire, elle est Hölder d'exposant 1,5. Donc, on soupçonne qu'en temps strictement positif, les solutions sont effectivement C1,5. C infini sur leur support, sur l'ouvert où elles sont strictement positives. Est-ce que j'ai envie de faire d'autres hypothèses? Je pense qu'on... Mais on ne sait vraiment pas démontrer ça. C'est une très jolie question de régularité. Je l'expliquerai plus tard explicitement. Donc la remarque, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cette intégrale? Et quand est-ce qu'on la définit? Alors, fondamentalement, ceci est bien défini. Si f est C1 alpha pour alpha positif, donc c'est défini ponctuellement en chaque x, et si f est à croissance, qu'est-ce qu'il faut? Au plus en x à la puissance alpha. Donc il ne faut pas que ça croisse de manière linéaire, et il faut pas que, et il faut être mieux que C1. Il
pour ça que ce n'est pas un opérateur de dérivée première. Il est un peu plus singulier qu'un opérateur de dérivée première. Donc il régularise un chouïa de plus que les dérivées premières. Bon, là-dedans, x ne joue absolument aucun rôle. Donc je vais prendre x, c'est invariant par translation, donc je vais mettre y2 en bas, je vais mettre un 0 ici. Alors, la règle du jeu, vous allez décomposer ensuite cette intégrale entre les y inférieurs ou égal à 1, et le f de 0 moins f de y sur y2, vous lui retranchez aussi plus f' de 0 et y, en disant que cette partie-là de l'intégrale, elle vaut 0. Donc en fait, quand j'écris l'intégrale de f de x moins f de y, j'ai en fait éliminé plus f' de x, x moins y, la fonction indicatrice de x moins y inférieure ou égale à 1, mettons, divisé par x moins y carré. En disant que par symétrie, ça vaut 0. Donc en fait, cette écriture est une écriture un petit peu dangereuse. C'est le problème des parties finies. Il faut enlever une dérivée. Si je n'avais pas la symétrie ici, que j'ai de chaque côté pour les z positifs, pour les x moins y positifs et x moins y négatifs, j'ai deux machins un peu différents, je serais obligé d'être beaucoup plus prudent. Bon, de fait, on ne va jamais écrire les corrections et parce qu'on a la parité de la fonction valeur absolue au carré, on pensera toujours que sous-entendu, il y a ce bazar-là. Donc, dans ce bazar-là, vous voyez que sous-entendu, il y a la dérivée première, ça je le vire. Si f est C1 alpha, vous voyez qu'il y a de la marge, hein, c'est juste un exemple. Ceci, ça se majore par y à la puissance 1 plus alpha divisé par y carré, et que le 1 plus alpha, c'est fait pour, il fait que la somme des puissances est plus grande que moins 1, et donc c'est intégrable. Sur la partie infinie, c'est la même chose, c'est que vous intégrez pour les y plus grands que 1. Vous avez 1 sur y2, donc le f0, vous vous en moquez. Le f de y, vous le majorez par c fois 1 plus y alpha, et 1 plus y alpha divisé par y2 sur les y supérieurs ou égal à 1, c'est intégrable. Donc, si on a un truc qui ne croît pas trop vite, alors moi j'aurais que des trucs bornés, hein, parce que après tout, ce qui m'intéresse, c'est les fonctions de répartition, donc elles vont de 0 à 1, donc elles sont naturellement bornées. Donc si vous avez des fonctions qui sont bornées, l'opérateur est bien défini dès qu'on sait que c'est un peu mieux que C1. Et l'équation est bien définie dès que l'on sait qu'on est un peu mieux que C1. Donc quand je parlerai de fonctions de test, ce sera toujours des fonctions de test qui seront un peu mieux que C1, ou C2, ou C infini. Donc,
Donc j'ai la flemme de réécrire l'intégrale, et que ceci est bien défini si f est, disons, dans C1+, je dis C1+, pour dire que c'est un peu mieux que C1, et que c'est borné. Donc on a droit à un peu moins que ça. Donc c'est cette équation-là que je vais étudier. Étant entendu qu'on sait déjà, par ailleurs, vu la manière dont j'ai construit le cours, que cette équation-là, si on la comprend, doit préserver l'ordre. Bon, qui dit préserver l'ordre, hein, c'est essentiellement équivalent à dissolution de viscosité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des solutions de viscosité-là? Ben, il y a le fait que cet opérateur-là, l'opérateur A1,5F, préserve A le principe du maximum. Comme c'est un opérateur linéaire, dire que ça a le principe du maximum, c'est de dire que si x0 est un point de maximum de f, point de maximum, attention, global, parce que l'opérateur, il voit f sur toute la droite réelle. Si x0 est un point de maximum de f, bien alors, bien entendu, regardez la formule. Pour tous les y, f de y est plus petit que f de x0, donc le numérateur est positif, le dénominateur est positif, et donc A1,5 de f au point x0 est positif ou nul. C'est ça le principe du maximum. df sur dx est neutre du point de vue du principe du maximum, mais je prends la multiplication. Et donc, si j'ai un opérateur qui a le principe du maximum et que je multiplie par une fonction de df sur dx, ben, il faut que cette fonction de df sur dx elle soit positive. Et alors, j'aurai un principe maximum. Donc, cet opérateur qui est là, je ne vais pas l'écrire parce qu'un point de maximum df sur dx vaut 0, mais il faut penser, c'est plus linéaire, donc il faut que j'en prenne deux, f et g, et que je regarde le principe du maximum. Donc, je vais le faire. Donc, df sur dx A1,5f n'a pas vraiment le principe du maximum sans hypothèse supplémentaire. Parce que qu'est-ce que je voudrais savoir? Je voudrais savoir que cet opérateur, moins dg sur dx A1,5g en x0, est positif ou nul si x0 est un point de maximum de f moins g. Or, cette quantité-là, le df sur, toujours avec des fonctions régulières, hein, le df sur dx est égal à dg sur dx, et je le multiplie par une différence qui, elle, a le bon signe. Donc ça, c'est bien positif. Mais en général, si je prends des f et g qui ne sont pas des fonctions croissantes, je n'ai pas le droit de dire que c'est le principe maximum, mais même ce sera faux. Donc, non, sauf si on a besoin de savoir que
l'un des deux, si f ou g est croissante. Alors, dans le cas qui nous occupe, si on pense f fonction de répartition, ben c'est automatique, c'est toujours croissant. En général, cette équation-là ne va être bien posée que si on multiplie par un truc positif. Et c'est pour ça que c'est très naturel de faire ça. On peut étudier cette équation pour les fonctions croissantes. Donc là, il faudra dire f croissante. Ou on peut étudier cette équation-là qui va être définie à 1,5f, qui va être définie maintenant sans restriction, parce que justement, j'aurais pris la partie positive, la partie, entre guillemets, croissante de la fonction. Remarque, j'ai mis la partie positive, mais j'aurais pu mettre la valeur absolue. Hein. Et tout ce que je vais raconter, c'est on ne voit pas la différence entre la partie positive ou la valeur absolue. Bon, je pense que je vais arriver à un bon moment pour ne pas aller trop loin aujourd'hui. On va faire une coupure raisonnable. Donc là, en destination f croissante. Et puis autrement, on peut regarder ceci. Bien, alors donc, je sais pas, il faut que je leur donne une équation. Ça, c'est, je vais baptiser ça D comme Dyson et D0 et D. Alors, la contrainte, hein, parce que c'est une équation avec une contrainte f croissante, fait que c'est une variante epsilon s de ce que l'on sait sur les solutions de viscosité. Et quant à D, ça tombe dans les catégories équations propres pour les solutions de viscosité. Alors c'est toujours pareil quand vous avez une théorie, que vous tombez sur un exemple, ça tombe jamais pile dans les trucs qui ont été écrits. Mais là, franchement, ça ne change rigoureusement rien. Donc pour D, on sait, puis là c'est un cas très très simple, on sait que, disons, dans les fonctions que l'on va prendre, je pourrais les prendre continu borné, je vais les prendre borné uniformément continu. Alors on sait, par la théorie des solutions de viscosité, qu'il existe une unique qu'il existe une unique solution de viscosité F qui appartient à Buck de R croix 0 l'infini. Buck, ça veut dire borné uniformément continu. Bon, mais ça ne suffit pas. Bon, on se doute bien qu'il y aura la même chose pour F0, hein, pour D0. Ça, j'en dirai un peu plus la semaine dernière. Idem avec F0 croissante.
Donc ça a une variante. Mais je veux attirer tout de suite votre attention sur le fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est des fonctions de répartition quelconque d'une mesure, ou des fonctions de répartition d'une mesure quelconque. Et ce n'est pas nécessairement continu. Parce que si vous avez une masse de Dirac, il y a un saut. Donc, même si la théorie est bien, et j'expliquerai ça, mais attention, il nous faut des F0 pas nécessairement continus. On sait qu'ils sont croissants. Donc, vous pouvez toujours les penser cas de lag, continu à droite, limité à gauche. Vous observerez qu'en omettant, quand je prenais l'intégrale et je ne prends pas la masse éventuelle au point x, j'ai quelque chose qui est continu à droite et limité à gauche. Et vous avez éventuellement un saut. Alors ça, quand vous avez des conditions initiales discontinues, la théorie des solutions de viscosité, elle fait ce qu'elle peut. Et elle ne peut pas grand-chose, à vrai dire. Il y a des difficultés intrinsèques. Ce qui va nous sauver ici, c'est que les discontinuités ne sont pas n'importe comment. Ce sont des sauts croissants. Toujours croissants. Et donc, la semaine prochaine, je développerai un tout petit peu la théorie classique et j'expliquerai en quoi la forme particulière avec la croissance nous permet d'étendre aux fonctions croissantes la théorie, et qu'elle soit continue ou pas. C'est pas compliqué, mais on le verra la semaine prochaine. Et là, on aura une maîtrise, comment dire, structurellement stable des équations limites. Si je voulais changer la puissance, ça reviendrait. Essentiellement, il faut faire attention un peu à ce qu'on écrit, mais ça voudrait dire qu'à part la puissance 1,5, j'aurais une autre puissance fractionnaire. Lorsque je prendrai des trucs non linéaires, j'aurai un autre opérateur, mais il aura la partie la plus singulière de l'opérateur aura le principe du maximum. Et donc, ça nous permettra de passer du brownien aux diffusions dans le cas des grandes matrices. Donc, on va faire ça tranquillement. Et puis, je pense que ça m'occupera la dernière séance. Puis je vais peut-être commencer à repenser la convergence quand n tend vers l'infini. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça repose sur cette astuce, sur cette transformation de solutions faibles et du fait qu'on sait que les solutions faibles sont uniques grâce à la transformée de Fourier. Mais ça, dès qu'on va un peu compliquer, on ne saura plus. Parce qu'on n'aura plus la transformée de Fourier, ça ne marchera plus. Donc ce que je ferai la semaine prochaine, c'est effectivement ce que je pense aborder la semaine prochaine, c'est reprendre le cas classique et dire, au fond, on a le principe du maximum quand à infini, on a le principe du maximum à la limite, et ceux qui connaissent un peu la théorie des solutions de viscosité disent que dans ces cas, la convergence est automatique, avec le jeu des lim sub, des lim inf, etc., et qu'on n'a rien à faire, c'est donné par la théorie. La réponse est que oui et non. Oui, ça explique pourquoi ça marche, et non, c'est toujours ce dessin-là, le principe du maximum, il vous dit ça, et il vous dit ça. Et le problème, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est... Imaginez que vous vouliez régulariser la singularité. Donc, typiquement, vous allez vous arrêter là, et puis tracer, par exemple, une ligne droite, ou tout ce que vous voulez. Et vous brisez la décroissance. Donc, ça, c'est un terme qui n'a pas le bon signe. Donc, intuitivement, dans ce saut, il y a une petite erreur dans le principe du maximum discret. Ce n'est pas d'erreur, puisqu'on a la comparaison.
Mais c'est exactement, c'est à nouveau la self-interaction, hein, c'est exactement ce qui fait qu'on n'a pas d'équation pour Fn. Et le fait qu'on n'ait pas d'équation pour Fn, ben, c'est embêtant. Parce que ça ne permettrait pas de faire, si on avait une équation pour Fn, on appliquerait la théorie des solutions de viscosité brutalement et on n'aurait plus rien à démontrer. Donc là, il va falloir un peu analyser, reprendre la démonstration classique et analyser ce que la singularité induit, et ça marchera. De manière quand même assez transparente. Donc ça, c'est le programme grosso modo de samedi prochain. Ça risque de faire un peu beaucoup. Donc ça débordera un peu pour le mois de janvier. Au mois de janvier, je ferai peut-être un interlude qui consistera à dire, ben, au fond, après avoir motivé l'interlude par des cas non linéaires, ben, au fond, du coup, on se pose ça fait revisiter l'unicité pour des opérateurs intégraux différentiels, l'unicité des solutions de viscosité, ce qui est équivalent à l'unicité de processus Hasso. Hein, et je vous raconterai un peu comment on peut améliorer la littérature, aussi bien probabiliste qu'analytique, sur des opérateurs intégraux différentiels lorsque les coefficients dépendent de x suivant la formulation. Donc, il y a des résultats de Barlin-Baire, mais on ira au-delà. Et en résolvant un certain nombre de questions qu'ils avaient laissées ouvertes. Et en même temps, il y a exactement le pendant des résultats de Barlin-Baire existe en théorie des probabilités. Hein, je pense au bouquin de Jacod sur les processus Hasso. Et c'est les mêmes hypothèses d'ailleurs qui sortent. C'est exactement les mêmes hypothèses, et pour la même raison. Et bien on verra qu'on peut faire mieux. Et ça a été motivé par les extensions non linéaires de ceci. Donc ça sera un interlude, et puis je finirai, qui va prendre un peu de temps, hein, parce que c'est pas d'une simplicité, il y a du boulot. Et puis je terminerai avec différentes directions d'extension, mettre au point les extensions non linéaires, mettre au point des couplages de systèmes. Je vous avais parlé du spike, c'est-à-dire la sortie du spectre de une ou plusieurs valeurs propres. Et voilà, jusqu'à la fin du mois de janvier qui conclura le cours. Sur ce, on se retrouve avec 3 minutes de retard en séminaire dans un quart d'heure, et on se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit, comme on disait aux Universités de France.